Bipolarisation, émergence du tiers-monde. Alors là, on est dans le très très classique sur l'histoire des relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. De 1948 à 1975, ça fait un espace de temps qui est assez long et qu'il faut voir très vite. Donc c'est un rappel de cours qui va dire l'essentiel. Bipolarisation, c'est l'affrontement Est-Ouest de la guerre froide. Cet affrontement est bipolaire puisqu'il met face à face Washington et Moscou. L'émergence du tiers-monde, c'est l'autre phénomène important de cette période. Ce sont les deux grandes dynamiques politiques de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et on va voir que dans certains cas, elles ont tendance à se combiner. Alors, on revient sur la naissance de la guerre froide et la construction de ce monde bipolaire. On sait très bien que États-Unis et Union soviétique représentent deux modèles opposés. Les États-Unis sont la patrie du capitalisme libéral, de la démocratie, de la liberté d'expression. L'Union soviétique est le pays du communisme, de la collectivisation, d'une certaine dureté politique également. Ces deux modèles ont été alliés pour des raisons de circonstances pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette alliance vole en éclats quand de nouvelles difficultés apparaissent après 1945 et surtout qu'il n'y a plus d'ennemis communs. Alors il se trouve que les deux grands, on les appellera les deux grands, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, sont dans une espèce de dynamique d'expansion, les États-Unis, parce qu'ils retrouvent cette vieille idée qui a parcouru leur histoire de destinée manifeste, qui leur commande de s'intéresser aux affaires du monde et notamment de protéger le monde dit libre, le monde européen occidental par exemple, contre le danger communiste. Les soviétiques en face, eux, veulent garantir leur sécurité et assurer à leurs frontières ce qu'ils appellent un glacis protecteur, c'est-à-dire un ensemble de pays amis qui sont forcés d'être amis pour protéger l'Union soviétique de ses ennemis de l'Ouest. Ces deux pays sont en position de force après la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'un et l'autre peuvent être considérés comme les grands vainqueurs du nazisme, les grands vainqueurs de la guerre. Donc cet affrontement conduit à la coexistence de deux blocs pendant pratiquement toute la durée de la guerre froide. C'est le plan Marshall, après le discours du général Marshall du 5 juin 1947, qui est mis en place à partir de 1948 en Europe occidentale. L'Europe de l'Est, on le rappelle, est obligée de refuser l'aide américaine. Donc c'est le plan Marshall qui acte la division de l'Europe en deux par un rideau de fer, avec une Europe occidentale qui est alliée des États-Unis et une Europe orientale qui est contrainte de subir la domination de l'Union soviétique. La question qui se pose dans la deuxième partie de la leçon est de voir comment cet ordre bipolaire est mis en cause par une troisième force. Alors, on doit voir très rapidement les relations entre les deux grands, entre crise et détente pendant cette période de plus de 30 ans. Une crise est à votre programme et doit être approfondie en cours avec votre professeur, c'est la crise de Cuba d'octobre 1962. Peut-être pas la crise la plus grave d'ailleurs de la guerre froide, mais en tout cas c'est la plus connue. Et en plus, cette crise va donner naissance à une nouvelle période qu'on appelle la détente, qui commence juste après la crise de Cuba, qui est une période d'assouplissement des relations entre Moscou et Washington, surtout dans la perspective d'éviter une guerre, une troisième guerre mondiale qui, celle-là, serait nucléaire. Alors, un troisième acteur important des relations internationales émerge dans cette période, c'est le tiers-monde. Alors, le tiers-monde procède principalement, pas que, mais principalement de la décolonisation. Sur cette carte, nous voyons comment la décolonisation procède dans les années qui suivent la guerre. On constate qu'elle commence plutôt en Asie. Le Royaume-Uni, qui exerçait une emprise coloniale sur l'Inde, consent à l'indépendance de l'Inde en 1947. Dans la foulée, on a d'autres territoires d'Asie qui deviennent indépendants, comme l'Indonésie en 1949. Et ensuite, la problématique décoloniale se déplace vers l'Afrique. On a la décolonisation de certains États d'Afrique du Nord de façon relativement précoce. L'Égypte, dès avant
la Deuxième Guerre mondiale, le Maroc et la Tunisie en 1955-1956, mais il faut attendre les années 60 pour voir l'ensemble du continent africain libéré de la tutelle coloniale. Alors, pour ce qui nous intéresse, il faut faire un éclairage, c'est un nouveau jalon, sur les guerres d'Indochine et du Vietnam qui parcourent toute la période qui nous intéresse, puisque l'Indochine, c'est l'ancien Vietnam, si on veut, la guerre française qui dure jusqu'en 1954, et la guerre américaine ensuite qui va durer jusqu'en 1975. Donc on voit bien que les deux problématiques de la guerre froide et de la décolonisation se rejoignent dans le cas vietnamien, qui concerne dans un premier temps la France puis les États-Unis. Comment s'affirmer, comment perturber cet ordre bipolaire qui est mis en place après 1945? C'est le sens de l'expression tiers-monde. Le tiers-monde, ce n'est pas un tiers du monde, c'est le troisième monde, c'est-à-dire celui qui, dans un premier temps, n'entend pas s'aligner ni sur Washington, ni sur Moscou, mais créer une troisième voie. C'est à la conférence de Bandung, B-A-N-D-U-N-G, je les forme à l'écrit, en avril 1955, que le tiers-monde se met à exister, que l'opinion publique en prend conscience, mais on est déjà dans la toute dernière partie du Grand 2. Ce tiers-monde a beaucoup de difficultés en fait à s'affirmer, parce qu'il est formé de pays qui sont extrêmement différents, qui ont des destins, qui ont des projets différents. La Chine aurait bien pris la tête de ce tiers-monde pour se démarquer de l'Union soviétique. Mais cette idée de tiers-monde, en fait, ne va pas tenir politiquement dans la fin de la guerre froide et va se transformer plutôt en un concept de nature plutôt économique qui va évoquer le groupe des pays qui sont en sous-développement et qui demanderont, à partir des années 1970, un nouvel ordre économique international. Il faut caser à cet endroit-là, et on ne sait pas très bien où la mettre, la toute dernière étude, le tout dernier jalon qu'on nous propose d'étudier, qui porte sur l'année 1968 dans le monde. Le mettre ici, le mettre là, nous en parlons à la fin. Ces mouvements de contestation qui ont marqué le monde, et surtout le monde occidental. En 1968, aux États-Unis, en France avec mai 68, mais aussi de l'autre côté du rideau de fer. Après le coup de Prague de février 48, c'est le printemps de Prague en 1968, eh bien ces mouvements, c'est pour ça qu'on les met dans la deuxième partie, révèlent une contestation interne à l'intérieur des blocs de certains des partenaires qui contestent finalement la domination américaine à l'ouest. C'est le sens, entre autres sens, des événements de mai 68 en France, ou évidemment la tutelle soviétique à l'est, c'est le sens du printemps de Prague en 1968. Donc on voit pour conclure que cet ordre bipolaire a pu paraître fragilisé à un moment, parce qu'il était d'une part contesté de l'intérieur, les mouvements de 1968, et il était contesté par l'émergence du tiers-monde. Au final, il semblerait que la guerre froide ait bel et bien été avant tout un affrontement bipolaire, comme en témoigne d'ailleurs sa conclusion. C'est finalement un accord signé par Gorbatchev et par Reagan en 1987, c'est-à-dire les deux acteurs de l'ordre bipolaire, qui met un terme à la guerre froide.